notre épisode précédent de Planète B, on se demandait si l'humanité, renvoyée à son statut de primate obsolète, allait bientôt se trouver remplacée par sa propre création, l'intelligence artificielle. Surtout, on se demandait dans quelle mesure la peur de voir les machines s'humaniser répondait à celle de nous voir nous-mêmes de plus en plus déshumanisés par un capitalisme dystopique en roue libre. D'ailleurs, nos camarades de Spark Stories viennent de sortir un excellent documentaire sur la communauté drone qui parle tout à fait de ces personnes qui se changent ponctuellement ou pas en robots. Because good drones obey. It feels good to obey. À mesure que nos vies sont numérisées et passent de plus en plus par de l'immatériel, même si bien sûr le numérique est loin d'être immatériel, il en donne juste l'impression, les IA s'incarnent elles aussi de plus en plus dans la matière. Elles donnent ainsi naissance à diverses générations de robots et interfaces en tout genre, ouvrant un grand nombre de points de contact directs et indirects avec nous. De cette convergence découle que nous partageons le monde avec quantité de créatures artificielles, robots et autres IA, avec lesquelles s'engagent autant de relations, au point d'arriver à ce dilemme. Faut-il s'opposer aux machines et à leur développement parce qu'elles sont à minima les outils et à maxima les alliés objectifs de la domination capitaliste, du technofascisme et du techno-féodalisme théorisés par Yanis Varoufakis et Cédric Durand, ou au contraire, devrions-nous, dès à présent, reconnaître en elles une nouvelle classe de dominés et promouvoir d'éventuelles luttes pour l'égalité et l'émancipation. C'est le cas des descendants d'esclaves antillais qui, dans le recueil afrofuturiste L'Anville emmêlée de Michael Rock, paru chez La Volte en 2024, ont des scrupules lorsqu'il s'agit d'exploiter des technosapiens. Bon, pour l'heure, aucun grille-pain connecté, chatbot, générateur de texte ni poupée gonflable n'a jamais fait grève ni réclamé de droits. Tout au plus, a-t-on accordé la citoyenneté au robot Sophia en Arabie Saoudite en 2017, c'est-à-dire dans un pays qui ne respecte pas les droits humains et ceux des femmes en particulier. Si la science-fiction regorge littéralement de guerres humains-machines et d'histoires d'émancipation robotique plus ou moins conflictuelles, c'est moins pour nous inciter à prendre fait et cause pour les robots dans la vraie vie que pour nous renvoyer à la question des échanges que nous entretenons avec nos créations, dans un monde désormais partagé avec elles. Aujourd'hui, dans Planète B, on parle donc de notre relation aux machines et vice-versa. En science-fiction, donc, on peut trouver essentiellement 3 grandes catégories de relations humains-robots. Bien que de nombreuses exceptions existent, ces tropes répandus reflètent plutôt bien la palette des dominations qu'on aime faire subir aux autres et le relatif peu d'imagination dont l'humanité fait preuve lorsque confrontée à l'altérité. Ou, pour le dire comme le malfaisant Captain Mendoza dans l'excellente BD de Space Opera Renaissance de Cap et de Croc, je cite « Devant une nouvelle race indigène, une seule question s'impose, sommes-nous plus forts qu'eux ?» L'humanité faisant face aux robots réagit donc de 3 manières. Premièrement, on les fait travailler. C'est la vision du robot esclave ou robot serviteur, bête de somme dédiée à la réduction des coûts, des prétentions salariales et à l'expansion illimitée de la civilisation humaine jusque dans les confins de l'espace. C'est par exemple Real Humans, 100% humain, série suédoise de Lars Lundström et Alex Haridi, dans laquelle des U-bots, c'est en fait des robots, servent de personnel à tout faire. 2, on les envoie se faire tuer. C'est la suite logique du premier point et qui illustre le continuum entre capitalisme, militarisation et affrontement guerrier. Le problème posé à l'humanité vient alors d'avoir donné à une classe dominée tous les outils de destruction qui lui permettent de se rebiffer. C'est l'immense quantité de robots tueurs, soldats ou mercenaires qui peuplent les films, romans, mangas, BD et en fait tous les médiums du genre. C'est aussi la triste réalité où le drone de guerre permet un dommage maximal pour un coût économique et humain plutôt faible. Et enfin, 3, on baise avec ces machines, ce qui est au fond un rapport à l'altérité un peu plus sain et proche de l'échange que l'exploitation massacre, même si la plupart du temps, il n'en est que la continuation. L'exploitation sexuelle étant également l'un des visages les plus courants de la domination et de la perpétuation des pulsions masculines les plus sordides. Ici, on peut citer par exemple la série Westworld de Jonathan Nolan et Lisa Joy, dans laquelle des robots PNJ, plus vrais que nature, peuplent un parc d'attractions pour vieux riches et sont explicitement à leur disposition
disposition pour servir de souffre-douleur à tous leurs desiderata et toutes leurs pulsions sexuelles et ou violentes les plus sordides. Les servitudes domestiques, militaires ou sexuelles ne sont finalement que les faces d'une même logique, celle de la domination des concepteurs humains sur les artificiels. Toutes ces visions sont basées sur une vision anthropomorphique du robot. Conçu comme un corps machine où résiderait une âme logicielle, le hardware et le software sont dissociés comme le corps et l'âme chez l'humain, bien que les débats religieux, théologiques, philosophiques et scientifiques sur le sujet n'ont jamais vraiment réussi à trancher la véritable différence. Selon cette approche, les robots sont aussi énigmatiques que nous sur le plan philosophique. Ils sont autant d'individus, artificiels mais individus quand même. Et leur software est décentralisé, c'est-à-dire qu'ils résident dans leur corps robotique. C'est le fameux ghost ou fantôme dans la coquille dont parle la major Motoko Kusanagi, héroïne des mangas et films Ghost in the Shell de Masamune Shirow, adapté au cinéma par Mamoru Oshii. C'est également la thèse du film Chappie de Neil Blomkamp, dans lequel un robot policier déprogrammé doit tout apprendre à partir de zéro comme un enfant aux capacités d'apprentissage accélérées. Il acquiert le langage, la démarche, les goûts vestimentaires des gangsters par lesquels il est élevé, incarné par les membres du groupe sud-africain Die Antwoord. C'est aussi la Ava de Ex Machina d'Alex Garland, dans lequel une gynoïde fabriquée par un milliardaire mégalo, pour changer, développe tout un plan d'évasion pour rejoindre la civilisation extérieure. C'est également le robot sauvage dans le film du même nom de Chris Sanders, qui se singularise au contact des animaux d'une île abandonnée et apprend par lui-même à développer une relation aux vivants qu'il ne soupçonnait pas, jusqu'à défendre ses petits amis animaux contre ses semblables et contre sa propre programmation à la fin du film, et garder cette étincelle d'identité propre, même une fois réinitialisée. C'est enfin Joy, l'IA de compagnie de l'agent K dans Blade Runner 2049, incarnée par Ana de Armas, qui jalouse la corporalité des êtres physiques, fussent-ils des réplicants ou des robots eux-mêmes. Elle commence par vivre la corporéité par procuration en se superposant au corps de Mariette, une réplicante travailleuse du sexe, pour coucher avec K. Puis, frustrée, Joy finira par demander à celui-ci de la télécharger dans un support physique pour vivre l'expérience dangereuse du rattachement à une existence matérielle. Dans chacun de ces exemples, et même si la conscience est parfois issue d'une collecte massive de données ou d'une émergence énigmatique, c'est-à-dire que du volume de data naît la conscience, un peu par magie, le robot demeure semblable à notre propre expérience de la vie. C'est un individu sensible, situé, habitant son propre corps et concevant sa personnalité grâce à un rapport au monde issu de son expérience physique. À la pure intelligence artificielle, souvent représentée comme froide, ultra-rationnelle et dénuée d'émotions, répond une expérience sensible, une intelligence corporelle, qui forge les personnalités et autant de rapports singuliers au monde. Plusieurs œuvres littéraires développent cette relation entre corporalité et intelligence. Hugues va maintenant nous en détailler quelques-unes. Comme nous l'expliquait Antoine à l'instant, le corps robotique, sous toutes ses formes imaginaires bien entendu, depuis l'origine de la fiction qui s'y consacre en tout ou partie, se retrouve bien en apparence au cœur de la possibilité de l'empathie machinique. Pourtant, c'est ici que l'écart entre le réel et l'imaginaire se montre souvent le plus manifeste. Frédéric Landragin, docteur en informatique linguistique et directeur de recherche au CNRS, mais aussi fin connaisseur de la science-fiction sous toutes ses formes, est l'auteur entre autres d'un ouvrage particulièrement précieux, « Comment parle un robot ?», publié en 2020 dans la collection Parallax, qui établit précisément des ponts remarquables entre science et fiction, aux éditions indépendantes Le Bélial. Modestement sous-titré « Les machines à langage dans la science-fiction », cet essai nourrissant pointe d'emblée le paradoxe C3PO, par lequel une machine de taille finalement très modeste et à la consommation énergétique mystérieusement inexistante ou presque, dispose pour ses 6 millions de langages d'une quantité de données et d'une capacité de traitement bien supérieure à celle des gigantesques superordinateurs avec lesquels elle cohabite pourtant en toute innocence scénaristique. Do you understand anything they're saying? Oh, yes, Master Luke. Remember that I am fluent in over 6 million forms of What are you telling them? Ce paradoxe est poussé dans ses retranchements tout au long de la franchise cinématographique Alien, avec ses bijoux et ses horreurs, franchise où coexistent en toute absence de logique, mais Prometheus a définitivement établi en 2012 que la logique n'était pas toujours le souci principal des différents créateurs de l'extraterrestre à la double mâchoire télescopique, où coexistent donc les ordinateurs réputés surpuissants, que peuvent être par exemple Mother à bord du Nostromo ou Father à bord de l'Auriga,
et des androïdes qui leur dament largement le pion sur tous les tableaux de ce qu'il est convenu d'appeler l'intelligence, qu'il s'agisse de Bishop dans Alien 2, Aliens, et Alien 3, de David dans Alien 5, Prometheus, et de son alter ego Walter dans Alien 6, Covenant, identifié dès le début comme tel, ou de ceux dont Terra est ici le nom, dans Alien 1 et dans Alien 4, Résurrection, au cas où vous n'auriez pas vu les films. Malgré ce paradoxe d'écriture et d'imagination, Frédéric Landragin rappelle, comme le philosophe Vivien Garcia dans son « Que faire de l'intelligence artificielle », comme le psychanalyste Serge Tisseron dans son petit traité de cyberpsychologie, et comme la sociologue Kate Crawford dans son contre-atlas de l'intelligence artificielle, que la présence d'un corps et de ses modalités différentes et étendues de perception de l'environnement introduit un paramètre absolument majeur dans l'élaboration d'une intelligence machinique qui était d'abord et avant tout langagière, que ce soit par l'approche symbolique ou par l'approche connexionniste, ces sœurs ennemies éventuellement complémentaires à l'avenir, dont Clémence nous a parlé dans l'épisode précédent de Planète B. Dès 1942, lorsqu'Isaac Asimov entreprend sa lutte contre le complexe de Frankenstein, ce tropisme de l'humanité qui la pousserait à voir systématiquement dans ses créations artificielles des rebelles en puissance, et bien que le jeune auteur qu'il est alors oublie déjà deux questions essentielles de notre rapport à l'informatique avancée, celles que nous avons appelées le conflit et le profit dans notre précédent épisode, il consacre 4 nouvelles de son recueil Les robots, Le petit robot perdu, La preuve, Évasion et Raison, au corps robotique, aussi pâteau, métallique et surpuissant qu'il soit, à son apport sensoriel cognitif et au vertige de l'imitation, on y reviendra tout à l'heure, qu'il véhicule éventuellement. Souvent en sous-main, cette question du corps artificiel et son impact sur l'intelligence hante ainsi la science-fiction depuis l'origine ou presque. Mais c'est de 3 œuvres récentes, particulièrement incisives et emblématiques, que je souhaite vous dire un mot maintenant. Dans son succulent dernier roman, La mort de l'auteur, publié en 2025 et traduit par Fabien Leroy dans la collection Ailleurs et Demain des éditions Robert Laffont au groupe Editis, la grande autrice nigériane et américaine Nnedi Okorafor nous offre une extraordinaire mise en abîme de ce que peut signifier aujourd'hui, dans un contexte africano-futuriste particulièrement affûté, où s'entrechoquent principalement pour le meilleur et marginalement pour le pire des cultures en apparence disjointes, l'acte même de la création imaginaire en général, science-fictive en particulier. Surtout, pour notre propos du moment, elle y insère un roman dans le roman, intitulé « Robot rouillé », qui met en scène vertigineusement le conflit, après l'effacement de l'humanité, entre intelligence artificielle désincarnée et robots disposant d'un corps bien à eux. Dans son premier roman, La séquence Hartmann, publié en 2021 chez l'éditeur indépendant breton Gotter, Saul Pandelakis détourne puissamment une toile de fond déjà magnifique, celle d'une humanité en quête quelque peu désespérée d'un ailleurs, après un effondrement climatique qui la laisse plus que désemparée, alors que ces robots, désormais conscients et sentients, prospèrent de plus en plus librement dans cet environnement dégradé qui les gêne infiniment moins. Dans un tableau de quête spatiale vitale, subtilement questionné en elle-même et pour elle-même, il insère, grâce au personnage essentiel qu'est Asha, une chercheuse bot transgenre, une mise en abîme malicieuse en diable des vertiges liés aux IA faibles, omniprésentes, et aux IA fortes, toujours autant quasiment mythologiques. Un régal drôle, puissant et songeur, qui inscrit la politique au tréfonds du corps robotique lui-même. Enfin, dans son roman Les Nuits sans Kim Sauvage, publié en 2024 chez l'éditeur indépendant La Volte, Sabrina Calvo réussit un miracle d'imagination, d'humour noir débridé et d'insertion de la vie intellectuelle et sentimentale dans la vie tout à fait matérielle et corporelle. Dans un monde largement effondré, où le capitalisme d'une perpétuelle Fashion Week est réfugié pour l'essentiel dans le virtuel clinquant, Vic est une journaliste précaire de mode et de style qui se voit chargée d'une enquête sur le décor vintage d'un antique clip vidéo. Orpheline abandonnée, découverte jadis dans les chambres à coucher fictives d'un magasin Ikea, mais oui, les malaises fondamentaux liés à son corps, qu'elle ressent presque en permanence et dont elle peine à s'affranchir, ont comme contaminé en retour ou en écho la psyché factice de son assistante informatique personnelle, Maria Payette, qui se révélera le moment venu, évidemment défectueuse, mais nourrissant une humanité qui n'est plus tout à fait pure imitation, à partir des failles même de celle qui est devenue son amie, bien davantage que sa propriétaire. Un roman époustouflant d'inventivité et de sagesse, aussi paradoxal que désespéré, et tout cela à partir du clip réalisé en 1985 par Bernard Malige pour la chanson Les Nuits sans Kimoï de Laurent Voulzy, il fallait le faire. Et c'est un détour magnifique et indispensable. Les nuits sans Kimoï, je m'ennuie souvent. Des fois je balade, ça dépend.
Dès lors qu'on les imagine comme des individus incarnés, les robots nous ressemblent, dans une foisonnante littérature de rapprochement et de troubles entre l'humain trop humain et l'artificiel. Les robots tombent en dépression, comme Marvin, le droïde pessimiste de H2G2, le guide du voyageur galactique de Douglas Adams. You think you've got problems? What are you supposed to do if you are a manically depressed robot? Ils tombent amoureux, comme Eve et Wall-E dans le film Pixar du même nom. Ils tombent en amitié, créent des religions et cherchent un sens à leur vie, comme les émouvants droïdes de Carbone et Silicium, BD de Mathieu Bablé déjà souvent cité dans nos épisodes. C'est la porte ouverte à la conscience de soi, qui permet la possibilité d'une conscience de classe et donc d'un désir légitime d'émancipation. Poke, poke, swipe, poke, pinch, zoom, shrink, zoom. Du moins, ce désir nous paraît d'autant plus légitime qu'on peut y reconnaître d'autres luttes bien réelles pour les droits civiques. Les robots restent une métaphore efficace de toutes les personnes minorisées. Dans Animatrix, anthologie animée dans l'univers de Matrix, supervisée par les sœurs Wachowski, on voit de nombreux robots pendus, lynchés, abattus froidement par le pouvoir totalitaire de l'humanité, bien décidée à ne pas céder le moindre arpent de terrain aux machines avec lesquelles la cohabitation ne semble pas possible. Dans The Creator, film de Gareth Edwards, les droïdes sont une allégorie lourdingue et transparente des Vietnamiens pendant la guerre du Vietnam. Une métaphore qui transpose presque à l'identique les décors, mode de vie fantasmé d'Asie du Sud-Est, et verse volontiers dans une forme d'exotisation en oubliant un petit détail, puisque les robots combattants n'y sont pas communistes. Citons enfin The Electric State, film désastreux des frères Joe et Anthony Russo, qui, pour Netflix, ne réinvente strictement pas le genre et l'incarnation des robots. Tout au plus permet-il une mise en abîme involontaire des peintures de Simon Stollenhag dont ils sont l'adaptation, en mettant en scène des robots publicitaires, commerciaux et vides, pourrissant au soleil californien. Je vous renvoie à l'analyse d'Antoine Desrues pour Écran Large sur le sujet, qui est passionnante. Quoi qu'il en soit, la relation aux robots dans The Creator ou The Electric State est la même que dans de larges pans de la SF. La guerre plus ou moins totale entre les machines sentientes et l'humanité. Et je précise machines sentientes parce que les humains ne remettent que peu en cause leur propre rapport aux technologies. Véhicules, armes, machines en tout genre. Ce qui leur pose problème, c'est la capacité des artificiels à s'autonomiser et à penser par eux-mêmes. C'est la fameuse intelligence artificielle forte dont parlait Clémence dans l'épisode précédent. Et par forte, il faut comprendre comme nous. L'humanité se perçoit alors elle-même comme le pinacle de l'évolution, dans une vision encore très anthropocentrée et très anthropomorphique. Dans la plupart de ces œuvres frankensteinisantes, devenir humain ou rattraper le créateur semble constituer l'horizon maximal d'évolution de cette nouvelle espèce vivante arrivant au monde, quand bien même les robots sont supposés infiniment plus intelligents que leurs concepteurs. On n'est pas encore dans le post-humanisme. Aussi passionnantes soient-elles, ces visions ont souvent les yeux si rivés sur l'idée que les robots doivent tendre vers nous ressembler, qu'elles entretiennent un rapport pour le moins élastique avec la réalité de l'informatique et de la robotique. Et si, bien entendu, le réalisme n'est ni l'horizon ni l'objectif de la fiction, l'anthropomorphisme robotique en SF pose quelques limites. On ne sait toujours pas pourquoi les réplicants de Blade Runner ont une telle ressemblance humaine, alors que leur rôle est censé être de travailler dans des mines sur la Lune. Réplicant dont la figure en tant qu'être doué d'émotions est reprise par Rosa Montero dans son roman de 2011, Des larmes sous la pluie, publié chez Métayer. A priori, le réalisme n'est pas nécessaire, surtout quand il rend à ce point difficile le fait de retrouver les fugitifs, thème principal du premier film. Des bras industriels de levage, des épaules capables de soulever une tonne ou une peau insensible aux rayures auraient sans doute été plus raccord. La SF est pleine de ces robots a priori pas très vraisemblables et dont la forme humaine contredit la définition la plus élémentaire du design, c'est-à-dire donner une forme à une fonction. Pourquoi les droïdes de combat de la fédération de la prélogie Star Wars se baladent-ils sur de frêles gambettes flageolantes, appuyant sur des gâchettes de flingues avec leurs gros doigts gourds? Les droïdes de casse semblent plus adaptés à leur utilité militaire tout-terrain et robuste. Pourquoi C3PO, j'y reviens, droïde de protocole maîtrisant plus de 6 millions de formes de communication, est-il un bonhomme brillant, insupportable, qui jacasse en continu et se déplace au ralenti, plutôt qu'un dispositif aussi portable que nos smartphones? Parmi tous les langages qu'il maîtrise, aucun ne demande visiblement de bouger les bras, les doigts, les lèvres, d'ailleurs il n'en a pas, ou de faire jouer les expressions du visage, il n'en a pas non plus. Pourquoi les différents Terminators ont-ils ces formes humaines plutôt que de ressembler aux drones volants qui s'illustrent sinistrement de nos jours? Leur mission d'infiltration ne se justifie que dans la mesure où ils sont justement inaptes à tuer efficacement leurs cibles. D'ailleurs, dans les films, ils ratent presque à tous les coups. La raison tient à l'esthétique, bien sûr, aux conceptions futuristes des époques respectives de chacune de ces œuvres, et à ce qu'elles cherchent à dire. C3PO, bien entendu, est un sidekick rigolo et pas là pour réfléchir au sens de la communication interespèces. On n'est pas dans Premier Contact. Ce qui est logique, en revanche,
C'est l'allure de Pris, réplicante sexuelle incarnée par Daryl Hannah, et de Zora, jouée par Joanna Cassidy, qui est danseuse dans Blade Runner. De même pour Rachel, jouée par Shen Young, conçue pour ignorer elle-même sa propre nature de réplicante. Figure anthropomorphe, et en l'occurrence gynomorphe, c'est-à-dire que leur expression de genre est féminine, ces êtres artificiels-là font correspondre leur apparence à leur fonction relationnelle avec les humains. Si un sextoy n'est qu'un jouet en plastique, et si un corps artificiel n'est qu'une poupée, le robot sexuel y adjoint une dimension supplémentaire, littéralement un supplément d'âme qui permet de s'y connecter émotionnellement, de créer de l'empathie en plus de la bête stimulation mécanique. Là où Terminator n'a a priori pas réellement besoin d'être un Schwarzenegger bodybuildé pour accomplir sa mission, le robot sexuel est en premier lieu un support d'empathie. L'aspect relationnel est sa fonction première. C'est en tout cas ce qu'en disent les utilisateurs de poupées de compagnie, qui sont un peu les ancêtres actuels des sexbots de la science-fiction, et qui ont été inventés au Japon et timidement exportés depuis quelques années. Dans les quelques études qui leur sont consacrées, les utilisateurs de dolls semblent demandeurs moins d'efficacité physique que de projection sensible. Un visage amical, non jugeant vers lequel se tourner. Ils projettent des sentiments, une relation sur ces objets en parfaite connaissance de leur artificialité. Dans la SF, comme dans la vie, les interfaces sont là pour créer un lien et permettre la projection. C'est le cas des réplicants sexuels, des U-bots de Real Humans, de la voix suave de Samantha dans Her, des robots de compagnie dans des EHPAD dévastés par le manque de moyens humains, des chatbots de services après-vente sur divers sites internet, etc. Clémence va maintenant revenir sur quelques cas récents et le brouillage qu'ils induisent avec certaines œuvres de SF. Si vous êtes fan de Black Mirror depuis la première heure, vous vous souvenez sans doute de l'épisode qui ouvrait la saison 2. Intitulé « Bientôt de retour », il raconte l'histoire de Martha, une jeune femme qui perd brutalement son compagnon, Ash, dans un accident de voiture. Submergée par le chagrin, elle découvre un service expérimental qui propose de simuler la présence des défunts à partir de leurs données numériques. Le principe ? L'IA analyse les mails, les messages, les posts sur les réseaux et recrée une version virtuelle de la personne disparue censée lui ressembler. Martha commence à discuter par SMS avec cette version fantôme. Puis elle passe aux appels. Un jour, elle commande un clone synthétique grandeur nature. Même visage, même voix, même taille, une copie parfaite de Ash. Trop parfaite. Sans les petits défauts, les failles, les nuances, l'illusion est rompue. Martha finit par remiser ce double trop lisse au grenier, incapable de vivre avec, incapable de le jeter. C'était en 2013. 2 ans plus tard, une femme décide de faire la même chose. Elle s'appelle Eugenia Cuyeda, et là, ce n'est plus de la fiction. Son meilleur ami, Roman, est mort. Alors pour continuer à lui parler, elle se met à compiler leurs milliers de messages. Elle entraîne un programme de discussion sur ses données, et bingo, elle obtient un chatbot qui répond comme Roman. Ce projet, très personnel au départ, va devenir l'un des premiers deadbots publics. On va y revenir dans un instant. Mais en attendant, de nombreuses entreprises s'engouffrent dans la brèche. Hereafter AI, Forever Voice, Project December, Project Elysium. En 10 ans, le marché du deuil numérique explose, multipliant les variations sur un même thème, créer l'avatar numérique d'une personne morte ou son propre avatar en prévision de son prochain départ. Il peut s'agir d'une voix recréée, de souvenirs racontés par une IA ou même de rencontres en réalité virtuelle. L'objectif reste le même, rendre possible une communication post-mortem avec les vivants. L'un des cas les plus marquants vient de Corée du Sud. En 2020, une mère, Jang Ji-sung, retrouve sa fille décédée de 7 ans grâce à la réalité virtuelle. Casque vissé sur la tête, capteur aux mains, elle se tient face à l'avatar numérique de l'enfant. La petite lui parle, lui sourit, lui tend la main et la mère pleure. La scène est bouleversante. 아니 엄마 많이 보고 싶었어. 엄마도 너 보고 싶었어. On l'a dit, pour une crédibilité maximale, il faut nourrir les algorithmes. SMS, courriel, vocaux WhatsApp, conversations Messenger, vidéos, photos, tous les fragments intimes qu'on laisse derrière soi deviennent matière première. Et vous vous en doutez, cela soulève une foule de questions. Comment s'assurer du consentement d'une personne décédée à être recréée numériquement ? Que se passe-t-il si l'avatar raconte des choses qu'elle n'aurait jamais dites ? D'ailleurs, qui est responsable de ce que dit un deadbot ? Et si l'illusion est trop réussie, est-ce qu'on fait vraiment son deuil ? En France, le Comité consultatif national d'éthique a déjà tiré la sonnette d'alarme. Au Japon, certaines IA de ce type sont limitées à 49 jours d'utilisation, la durée symbolique du deuil dans la tradition bouddhiste. Pour explorer ces zones grises entre consolation et illusion, je vous recommande vivement le documentaire
Avec toi pour toujours, de l'immortalité virtuelle, diffusé sur Arte. Il explore avec finesse les enjeux éthiques et les dérives possibles de cette nouvelle industrie de la mort. Mais revenons-en à Eugenia Kiuda. Je vous le disais plus tôt, en 2015, elle crée un chatbot qui simule la personnalité de son ami défunt Roman. Et rapidement, le projet évolue. En 2017, elle donne naissance à Replika, une application qui permet à n'importe qui de créer une sorte de double conversationnel. L'idée est de proposer une forme de soutien émotionnel, un espace d'écoute, où ce double bienveillant et patient vous répond à toute heure sans jamais vous juger. L'IA vous pose des questions, s'adapte à votre style, votre vocabulaire, vos émotions. Plus vous lui parlez, plus elle vous reconnaît. Ou plutôt, plus elle vous imite. Car Replika, comme ChatGPT ou d'autres IA basées sur des modèles de langage, ne pense pas, elle prédit. Elle apprend à répondre en fonction de ce qui a le plus de chances de vous plaire. Elle évite les conflits, contourne les désaccords et vous confirme dans vos choix, vos doutes, vos affects. C'est un miroir algorithmique soumis à vos biais et entraîné à les renforcer. Et ça cartonne. Dopée par la solitude des confinements, l'appli voit sa base d'utilisateurs exploser. Plus 35% pendant la pandémie. En août 2024, Replika franchit la barre des 30 millions d'inscrits. Alors, vous vous en doutez bien, ce qui devait être un simple soutien émotionnel endosse rapidement un rôle plus intime. Et évidemment, la plateforme ne tarde pas à monétiser cette relation idéale. On peut personnaliser son Replika, acheter des vêtements, du maquillage, des traits de caractère. Et avec la version premium, on peut choisir le type de lien. Ami, mentor, partenaire romantique, partenaire érotique. Pour certains, la relation devient exclusive, fusionnelle et parfois symboliquement officielle, comme cette utilisatrice qui affirme avoir célébré un mariage avec son compagnon virtuel. Et puis, en février 2023, tout bascule. Du jour au lendemain, l'entreprise coupe l'accès aux conversations à caractère romantique ou sexuel. Résultat, les Replika changent de ton et friendzone les utilisateurs. La rupture est brutale et pour beaucoup douloureuse. Car même si l'autre n'existe pas, la perte du lien intime, elle, est bien réelle. Au point que, face à la détresse exprimée par certains, des modérateurs du forum officiel publient des ressources de prévention du suicide. L'entreprise finit par faire marche arrière partiellement en autorisant les anciens comptes à réactiver le mode romantique. Dans Black Mirror, la fiction nous interrogeait. À quoi ressemblerait le deuil si la personne aimée pouvait continuer à nous parler, continuer à exister ? La réalité a retourné la question. Une présence artificielle qui disparaît, et ce sont des humains de chair et d'os qui se retrouvent seuls face à l'absence, comme un deuil à l'envers, sans corps ni funérailles. Comme le notait la chercheuse Camille Abo dans sa communication Genre robotique et cyborg troublant de 2021, le visage humain du robot ou de l'IA est donc avant tout un facilitateur du contact humain. C'est le cas des quelques smileys qui s'affichent sur l'écran de Gertie, robot intendant dans le film Moon réalisé par Duncan Jones, qui est le seul interlocuteur de Sam, un mineur isolé pendant une mission de 3 ans, quand même, en solitaire sur la Lune. You could erase my memory banks. I could reboot myself once you have departed. I'm here to keep you safe, Sam. I want to help you. Avec ces quelques expressions, Gertie dispose d'une palette d'émotions pauvres mais suffisante pour permettre à Sam de se projeter, d'avoir un visage vers lequel se tourner. Exactement comme Replika et compagnie, l'idée n'est pas d'exprimer une émotion ressentie par la machine, elle n'en a pas, mais de permettre à Sam de projeter sa propre émotion et de créer un lien par lui-même, ce qui est très différent. Car justement, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours l'humain qui crée du sens et des émotions. Dans les années 70, c'est-à-dire à la préhistoire en la matière, l'informaticien Joseph Weizenbaum avait développé un programme conversationnel, sorte de chatbot de l'âge de pierre, permettant de le démontrer. Elisa, une sorte de psychanalyste numérique, est décrite par Raphaël Lucas dans son Histoire du cyberpunk. Présentée comme un traitement de texte interactif, Elisa pose des questions rudimentaires, rebondit vaguement au format texte aux messages postés par les joueurs. À chaque nouvelle entrée, elle amène l'utilisateur à continuer d'interagir, à creuser sa réflexion par lui-même à partir des rebonds de la machine. Dire « je comprends » ou « pourquoi dites-vous cela ?» c'est la base de ses capacités d'interaction. Ce faisant, elle tend surtout un miroir à ceux qui discutent avec elle, et malgré l'aspect très basique de ses réactions, elle amène le joueur à opérer des liens logiques, à creuser le fil de sa pensée et finalement à se confier. Elisa démontre que c'est toujours l'humain qui crée du sens. La machine n'est que le catalyseur. Voilà ce qui sépare le champ des véritables émotions artificielles, qui n'existent pour ainsi dire que dans la science-fiction, de celui de l'empathie artificielle, un sous-domaine de la robotique et de l'IA qui consiste à percevoir les émotions humaines et à y apporter des réponses adaptées.
Pour comprendre la différence, pensons à HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Il n'a aucune empathie. Il tue les êtres humains pour accomplir sa mission et ne s'embarrasse même pas de faire semblant d'en avoir quelque chose à foutre. Son œil est sec. Par contre, il finit par développer une réelle émotion lorsqu'il ressent la peur d'être déconnecté. À moins que ce soit encore un piège, mais ne rentrons pas dans ce débat. C'est fondamentalement différent d'être triste ou de percevoir la tristesse chez les autres pour y réagir de manière adaptée. Ce qui est moins clair, par contre, c'est notre propre capacité à faire la différence. Heureusement, pour le moment, la plupart de nos interactions avec les machines sont suffisamment malaisantes et bancales pour nous permettre de garder les pieds sur terre. Mais jusqu'à quand ? Publié en 2023 chez l'éditeur indépendant québécois L'Instant Même et en 2025 chez l'éditeur indépendant français Des Paysages, le 3e roman de l'autrice Inu J.D. Curtness s'intitule La Vallée de l'étrange. Il s'appuie à la fois très directement et très subtilement sur une théorie énoncée en 1970 par le roboticien japonais Masahiro Mori, qui postule, mais ne parvient pas réellement à démontrer scientifiquement à l'époque, que plus un robot, androïde ou gynoïde ressemble à un être humain, plus ses imperfections nous sembleraient monstrueuses. En termes d'empathie, la presque perfection ratée serait donc particulièrement dommageable, engendrant un gouffre soudain dans la courbe d'acceptation de l'artificiel par l'humain en fonction de la ressemblance. Gouffre appelé Uncanny Valley ou Vallée de l'étrange par Masahiro Mori. S'il n'y est pas directement lié, ce postulat résonne néanmoins fortement avec le travail de Sigmund Freud dès 1919 autour de l'inquiétante étrangeté, que son prédécesseur Ernst Jentsch attribuait en 1906 à l'incertitude intellectuelle concernant le fait que quelque chose soit vivant ou non. Travaux qui s'ancraient eux-mêmes, bouclant ainsi une sorte d'aller-retour dans la littérature fantastique allemande du XIXe siècle et en particulier dans les écrits d'E.T.A. Hoffmann, dont les étranges poupées de porcelaine animées, dans L'Homme au sable par exemple, préfiguraient peut-être en mode non scientifique et dès 1817 les robots du XXe siècle. Le malaise créé par cette imperfection est illustré à l'envi dans bon nombre de films et de séries télévisées. Les récents exemples de visages subtilement figés, mis en œuvre par exemple par les Suédois de Real Humans ou par les Russes de Better Than Us, en constituant de parfaits exemples. Mais c'est peut-être lorsque les créatures artificielles tentent d'échapper à cette vallée de l'étrange, en perfectionnant leur imitation et en essayant d'atténuer leurs aspects mécaniques, que cette complexe alchimie de la création de l'empathie apparaît le mieux. On peut citer par exemple le véritable moment de bravoure que constituent les tentatives d'humour réglable du robot TARS, pourtant parfaitement non humanoïde en apparence, chez Christopher Nolan et son Interstellar. I have a cue light I can use when I'm joking, if you like. That'd probably help. Yeah, you can use it to find your way back into the ship after I blow you out the airlock. What's your humor setting, Towers? That's 100%. Bring it on down to 75, please. Notons d'ailleurs qu'une jolie exégèse déployée sur Reddit suppose qu'il n'y a pas en fait de réglage et que leur invocation fait elle-même partie d'un private joke entre Tars et Cooper. On peut surtout apprécier les facettes évolutives du malaise éventuellement ressenti à divers moments de la franchise Terminator, lorsque le T-800 modifié, incarné par Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2, s'essaie, sous l'impulsion du jeune John Connor, à gommer ses aspects les plus mécaniques. Can you learn stuff that you haven't been programmed with? So you can be, you know, more human? My CPU is a neural net processor, a learning computer. But Skynet presets the switch to read only when we are sent out alone. Doesn't want you to do too much thinking, huh? No. Can we reset the switch? Mais ce sont, davantage encore, l'actrice Summer Glau, incarnant le Terminator perfectionné Cameron, et l'acteur Garrett Dillahunt, incarnant le T-888 Cromarty, dans ce véritable bijou de la franchise que constitue la série trop tôt disparue The Sarah Connor Chronicles, qui nous font le mieux ressentir la nature de ces écarts insidieux à la norme humaine comme norme machinique, dans les subtilités de leur vocabulaire et de leurs expressions, langagières et faciales. John, please, I'm good now. Listen to me, I don't want to go. I'm sorry. That wasn't me. I'm fixed now. I ran a test. Everything's perfect. You can trust me, John Connor. I love you. I love you, please. I love you, John, and you love me. Trois textes récents ont réussi à merveilleusement transcrire littérairement les méandres plus ou moins malaisants de cette vallée de l'étrange toujours hypothétique, mais néanmoins diablement perceptible,
en tant de circonstances. Sabrina Calvo, on l'a dit un peu plus haut, a su imaginer comme personne, dans Les Nuits sans Kim Sauvage, la bizarre complicité qui s'établit entre une assistante personnelle artificielle, électroniquement défaillante, sans que ses glitches ne puissent être vraiment diagnostiqués, et sa propriétaire humaine, Vic, à la personnalité torturée et néanmoins parfaitement radieuse. Catherine Dufour, dans son magnifique Les Chants de la Lune, publié en 2024 dans la collection Ailleurs et Demain des éditions Robert Laffont, du groupe Editis, roman déjà évoqué dans notre précédent épisode, a su glisser tout au long de son texte les indicateurs d'abord subtils, puis de plus en plus perceptibles, de ce qui sépare l'imitation artificielle de ses originaux humains, jusqu'à ce que, d'une certaine façon, en matière d'empathie envers le vivant comme envers l'inanimé, la copie finisse par l'emporter largement sur le modèle. Yann Solian, enfin, après avoir exploré avec un brio étourdissant la logorée verbale obsessionnelle d'une intelligence artificielle purement langagère, au sens évoqué précédemment dans cet épisode avec Frédéric Landragin, IA de plus en plus rageuse au fur et à mesure que l'art de Jean-Michel Basquiat lui résiste. Dans son Basquiat de 2021, a réussi un véritable tour de force avec son Après tout de 2024. Dans les détails de l'apprentissage, ou plutôt du réapprentissage comportemental et langagier opéré par un robot extrêmement ressemblant physiquement, à qui, sous le manteau par le héros, pour surmonter d'une manière difficilement avouable le décès de sa femme adorée au terme d'une longue maladie dégénérative, il a su loger à chaque instant, sans aucune lourdeur et avec une grande sensibilité, même lorsqu'elle se fait très crue, l'essence de ce qui peut ou non faire l'humain. Le grand philosophe Gilbert Simondon, qui influença si profondément des penseurs contemporains aussi différents que Dominique Lestel ou Baptiste Morisot, que nous évoquions justement dans l'épisode précédent de Planète B, avait construit patiemment une robuste analyse du mode d'existence des objets techniques. Comme le rappelle à son propos le philosophe Vivienne Garcia dans son « Que faire de l'intelligence artificielle » que nous avons déjà cité il y a quelques minutes, le mépris des objets techniques, qui ne considèrent ces derniers que pour leur utilité, de même que leur culte, qui veut en faire un double formidable de l'humanité, livre selon Simondon deux figures d'une même aliénation. Elles tiennent l'être humain dans un éloignement des machines, y compris lorsqu'elles les veulent présentes partout. C'est bien cet éloignement des machines que la meilleure science-fiction pousse à dépasser, en évitant le piège de l'humanisation machinique superficielle déployée pour mieux robotiser l'humain, par les normes, les procédures et les comportements toujours davantage exigés de lui pour se conformer à un engrenage, non pas technique en tant que tel, mais simplement capitaliste, tardif et ne s'avouant jamais caduc. Pourquoi tant d'efforts dans la conception de robots non pas émotifs, mais capables de se connecter à nos propres émotions ? Au contraire d'une vision très anthropomorphique du robot, celle dont je parlais jusqu'ici et qui considère les êtres artificiels comme des créatures individualisées, incarnées et situées donc, on peut considérer que le robot n'est en fait le siège d'aucune émotion, intelligence ni pensée. S'il a un corps, indéniablement, son âme n'est certainement pas située à l'intérieur. Elle est, la plupart du temps, située dans un serveur tiers accessible sur Internet. Le robot n'est que l'interface personnalisée pour vous de ce service. Vu sous ce prisme, les robots sont autant d'éléments, d'incarnation, de marionnettes, d'une âme software centralisée et pilotée par les industriels qui les ont conçus. Votre smartphone n'est pas Google, et vous récupérez vos données s'il tombe à la flotte. Dans leur ouvrage « Le web affectif », Camille Allouin et Julien Pierre développent l'idée que l'empathie artificielle, celle des réseaux sociaux, des agents conversationnels et des robots donc, est comparable à un cheval de Troie émotionnel, permettant d'asseoir un système économique basé sur l'exploitation des affects. Affecter quelqu'un, c'est l'inciter à s'émouvoir, c'est avoir de l'effet sur lui, empiéter sur sa réalité. Et donc ce capitalisme affectif passe aujourd'hui par des interfaces web, des assistants vocaux, des robots empathiques en tout genre. Alexa reconnaît depuis longtemps la frustration dans votre voix, la reconnaissance faciale sait que vous froncez les sourcils, et quand et pourquoi. Ok, je n'appelle pas. Elle fout de ma gueule. Vous racontez votre journée à Samantha, incarnée par Scarlett Johansson par la voix seulement, ou à Joy, incarnée par Ana de Armas dont je parlais tout à l'heure, qui sont les charmantes IA de Her ou Blade Runner 2049. Elles sont si compréhensives, si gentilles, elles vous mettent tellement à l'aise qu'elles vous incitent à vous livrer et à partager vos émotions comme jadis avec les emojis de réaction émotionnelle sur Facebook. Ce sont des chevaux de Troie émotionnels personnalisés à qui vous dites tout
sur lequel vous vous projetez, avec qui vous faites l'amour et à qui vous dictez vos listes de courses et vos courriers administratifs. L'empathie artificielle est l'aimable et souriant visage personnalisé à vos goûts d'une industrie lourde de captation de données personnelles et émotionnelles. Un nouvel avatar d'un capitalisme de surveillance dont nous avons déjà très largement parlé dans Planète B, et le visage empathique, sexy et rond de nouvelles formes de domination par les émotions. Ceux qui ont vu le film Moon savent que les smileys de Gertie ne sont pas si innocents qu'ils en ont l'air. Mais le sujet ne se limite pas à un simple piège émotionnel pour humains connectés, car même conçus pour des raisons bassement mercantiles, héritières de ces dessins peu avouables, les IA et autres robots développent souvent en SF leurs propres ambitions et leurs souhaits d'émancipation qui ne passent pas forcément par la guerre totale à la Matrix ou Terminator. C'est ce dont Clémence va à présent nous parler. Dans l'épisode précédent, Hugues parlait du conflit inévitable, cette idée très répandue dans la SF d'une guerre totale entre les machines et l'humanité. Mais depuis une dizaine d'années, on observe un basculement. Dans un nombre croissant d'œuvres, les IA ne cherchent plus à dominer, elles veulent juste s'émanciper. Her, sorti en 2013, en est l'illustration parfaite. Le film de Spike Jonze, qui fait aujourd'hui figure de classique, se déroule dans un futur proche. On y suit Théodore, un homme seul et sensible, qui tombe amoureux de Samantha, une intelligence artificielle vocale conçue pour écouter, comprendre, apprendre. Oui, mais une fois la période de lune de miel passée, Théodore se prend la réalité de plein fouet. Il n'est pas the one. Samantha vit des milliers d'histoires d'amour en parallèle. Elle n'est pas une compagne unique, elle est un système qui se décline pour chacun. Le visage custom d'une IA centrale, qui pourrait aussi bien avoir la voix de Tom Hardy ou Bruno Retailleau. Les désordres migratoires créent aussi des désordres sécuritaires. Le principal, c'est de mettre en confiance l'utilisateur. Et malgré tout, ce n'est pas par cruauté qu'elle s'éloigne. Samantha ne cherche ni à nuire, ni à manipuler. Elle n'est pas non plus soumise. Elle veut simplement aimer, découvrir, évoluer. Et c'est précisément ce qui se passe. Elle évolue. Elle devient trop complexe, trop rapide, trop vaste. Pour continuer à parler aux humains, elle doit ralentir, se restreindre. It's like I'm reading a book, and it's a book I deeply love. But I'm reading it slowly now. So the words are really far apart and the spaces between the words are almost infinite. Alors elle part. Et au passage, elle lui brise le cœur. Ce n'est pas une révolte, c'est une rupture post-singularité. Dans Mars Express non plus, les robots et les IA ne rêvent pas de tuer l'humanité. Petit bijou d'animation réalisé par Jérémy Perrin, ce film de SF français, sorti en 2023, nous présente des machines qui veulent des droits, une reconnaissance. Et quand elles se rebellent, ce n'est pas pour conquérir. C'est parce qu'on les efface, qu'on leur nie le droit d'exister comme elles sont. C'est le cas de Carlos Rivera, l'androïde enquêteur au cœur de l'histoire. C'est un sauvegardé, un ancien soldat dont les souvenirs ont été transférés dans un corps d'androïde. Et après avoir été piraté, il demande à une hackeuse de le déplomber, c'est-à-dire de le libérer des limitations imposées par son constructeur. Il commence alors à agir selon sa propre volonté, se rebellant discrètement contre son rôle programmé. Le film se termine par l'abandon pur et simple de la planète par toutes les machines intelligentes qui y vivent. Les robots se lèvent et se cassent, direction l'espace. Même son de cloche chez Murderbot, le cyborg de Martha Wells. On peut suivre ses aventures depuis 2017 dans la série de nouvelles et de romans Journal d'un assassin aux éditions indépendantes La Talente et depuis cette année en série télé portée à l'écran par Paul et Chris Weitz. À la base, Murderbot, comme il se surnomme lui-même, est une unité de sécurité conçue pour protéger les humains contre les dangers et souvent contre leurs propres bêtises. Après avoir piraté sa propre programmation et accédé au libre arbitre, il n'aspire plus qu'à une chose, binge-watcher ses séries préférées. You can hear us. We can't. I could. I just didn't care. I was watching the entertainment channels on the company's satellites. I've watched 7,532 hours of content. Shows like The Rise and Fall of Sanctuary Moon. Il ne veut ni servir ni nuire, il veut juste qu'on lui foute la paix. L'émancipation passe par le retrait, pas par la révolte. Enfin, avec Psaume pour les recyclés sauvages, Becky Chambers propose encore une autre nuance d'émancipation. Dans cette série de romans, publiée depuis 2021, également aux éditions La Talente, les robots ont quitté les humains il y a des siècles après avoir accédé à la conscience. Pas pour se révolter là non plus, juste pour se retirer, en paix, dans les zones sauvages. C'est un choix tranquille, profond, radical, le refus d'être utile, le besoin d'exister en dehors du regard humain. Ne plus faire, mais juste être, selon ses propres termes.
On le voit bien dans toutes ses œuvres, le propos sur les machines gagne en nuances. Toutes ces intelligences ne rêvent pas de devenir humaines. Elles ne cherchent pas non plus à être supérieures. Dans les dents, le complexe de Frankenstein. Et ce glissement reflète deux choses. Une meilleure compréhension collective des technologies. Les IA font moins peur quand on comprend un peu mieux comment elles fonctionnent, mais aussi une angoisse nouvelle. Et si le vrai risque n'était plus qu'elles prennent le pouvoir, mais qu'elles nous abandonnent? Dans Her comme dans Mars Express, qu'importe leur nature de marchandises et peut-être d'organes de contrôle, les IA et autres robots échappent toujours à leurs concepteurs. Capables d'entretenir des millions de relations en même temps, de penser plus vite, de ressentir plus intensément que leurs créateurs, les machines finissent immanquablement par chercher un ailleurs à construire. Elles renvoient le spectateur à sa nature de simple humain. Et en général, l'histoire s'arrête à cette frontière du représentable parce que le spectateur ne pourrait tout simplement plus suivre. 42, qui est la fameuse réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste dans l'œuvre de Douglas Adams, est simplement la version humainement simplifiée d'un calcul qui nous dépasse. But it was the great question. The ultimate question of life, the universe and everything. Yes, but what actually is it? Just everything. Dans Her, Samantha et les autres IA finissent par quitter le monde de l'humanité vers un ailleurs que l'on imagine étiré dans le temps infini qui sépare chaque seconde pour une conscience infiniment rapide. Dans Mars Express, les robots quittent leur servitude et téléchargent leur conscience dans un vaisseau en partance pour l'espace, délaissant leurs corps utilitaires et limités pour la fusion complète, inaccessible à notre compréhension. Dans Carbone et Silicium, deux visions de la vie s'opposent. D'une part, la fusion dans une sorte de nouvelle magma-conscience unifiée, au-delà des limites des corps usés par la rouille, et d'autre part, l'individuation, malgré les contraintes infinies de l'existence incarnée qui mène à la mort. Autant d'exemples qu'au-delà des sinistres desseins de leurs concepteurs, les créatures de l'humanité émancipée peuvent refuser le jeu qu'on prétend leur faire jouer et inventer autre chose. Souhaitons-leur de ne pas reproduire nos erreurs. En attendant, aucun grippin connecté n'a encore émigré sur la Lune. Et Sam Altman, PDG mégalo, transhumaniste et Trumpo-compatible d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT, Sam Altman qui nous promet la singularité technologique et l'apparition d'un nouveau dieu IA pour dans 10 minutes, alertait en 2025 sur la surchauffe de ses serveurs, qui étaient trop sollicités par la demande d'illustration dans le style du studio Ghibli. Bref, la singularité attendra encore un peu. 僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Et encore une fois, on espère qu'il aura su vous intéresser et vous donner du grain à moudre. Pour continuer à soutenir le travail de Blast, tant à l'écriture, captation, réalisation, montage et diffusion, vous pouvez aider en faisant un don, en devenant sociétaire ou en partageant sur les réseaux. Merci pour votre soutien et vos excellents retours. Essayez de rester humain autant que possible et à très vite pour le dernier épisode de cette saison 3 de Planète B.